Bon, c'est toujours votre frère Bertie le Kamit. À la base, je faisais la petite vidéo pour donner quelques explications, pour essayer de partager avec mes frères afro-descendants certaines informations. Je voulais partager ça avec ceux-là qui m'ont contacté inbox pour en savoir plus sur leur histoire, sur l'esclavage, ce qui est raconté, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, une première vidéo de 15 minutes, une deuxième de 10 minutes. Bon, je pense qu'elle est assez intéressante et ça pourra aussi servir aux autres, raison pour laquelle je fais une toute dernière, qui sera la troisième partie. Et je vais télécharger, je vais mettre sur YouTube, comme ça pourra servir aux autres. Voilà. Donc, j'étais ici, j'ai déjà présenté suffisamment cette vidéo, je vais dire cette photo, à préciser le Cameroun et les traits, association des anneaux de la mémoire. Important de citer les sources. C'est tiré du livre Les civilisations du Cameroun, qui est très rare sur le marché. C'est un classique, très grand livre. J'ai donné assez d'informations. Voilà, j'ai assez commenté la photo. Donc, le livre, il est assez rare. Je ne sais pas s'il est réédité, mais il faut quand même aller chercher sur les plateformes en ligne. Des fois, ça peut coûter jusqu'à 100 €, voire plus. Donc, je vais donc revenir ici, donner quelques derniers éléments et avant de continuer. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci. J'étais en train de dire que dans cette zone, il y a beaucoup qui ont été déportés. Beaucoup sont partis d'ici pour peupler, comme vous voyez bien, cette grande flèche qui montre vers les Amériques. C'est important de bien remarquer la direction de la flèche. Donc, on est là côté centre de l'Afrique, mais en même temps côté ouest. Donc, si vous allez comme ça à l'ouest du Cameroun, tout droit à l'ouest comme ça du Cameroun, vous avez en face de vous l'Amérique. Mais je vais montrer sur une deuxième carte. Je pense que cette carte-là, elle est plus explicite, elle est plus adaptée en fait. Donc, pour finir ici sur ceux qui disent ou qui accusent nos ancêtres d'avoir vendu leurs propres enfants. Sur la dernière vidéo qui dure 10 minutes, j'étais en train de dire ceci. À l'époque, les rois qui étaient dans ces zones-là, dans l'Interland, dans l'arrière-pays, il faut déjà commencer par préciser que c'était des gens qui ne manquaient de rien. Les rois en Afrique n'étaient pas, voilà, c'était pas des pauvres. C'était des rois, il y avait des princes, il y avait la plupart d'ailleurs, ceux qu'on a déportés dans la quasi-totalité du continent africain, ils ne déportaient que des élites. Je vous ai pris un exemple simple. Ils prenaient des princes, ils prenaient des rois eux-mêmes. Il y a plusieurs rois. L'histoire de Béhanzin, vous connaissez l'histoire de Béhanzin qui a été déporté, vous la connaissez. L'histoire du père de Toussaint Louverture, l'histoire de Toussaint lui-même, parti du Dahomey qui a été déporté, son père qui était ministre de la Défense du royaume de l'Alada, qui a été lui aussi déporté. Il y a plusieurs exemples. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple de Hannibal, parti de la région du Logone dans le nord Cameroun pour être déporté. Donc vous allez bien vous rendre compte que il ne prenait pas, voilà, il prenait les plus intelligents, les plus beaux, les plus forts, les plus robustes. Voilà, c'est pour ça aussi que dans le Nouveau Monde, vous n'avez que des beautés kémites. Voilà. Donc, il y avait des rois ici, des chefs et tout, qui s'affrontaient.
parfois, il pouvait y avoir des conflits. Ça pouvait être pour les terres, ça pouvait être pour le leadership et tout. Je ne déifie pas l'Afrique. Je ne veux pas dire que l'Afrique était un continent sain où les gens, les voisins et tout ne se faisaient pas souvent la guerre. Non. J'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo en ce qui concerne l'esclavage ou bien l'esclavage intra-européen qui a existé sur le continent. Je faisais cette précision, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que l'histoire de l'esclavage, c'est l'apanage des Noirs, ça ne concerne que le peuple noir. Évidemment, c'est le peuple qui a été le plus brutalisé, qui a le plus subi, et pendant très très longtemps, 1400 ans pour l'esclavage transsaharien, et pratiquement 400 ans pour l'esclavage transatlantique. Et encore, on est dans le néocolonialisme, avec des bases militaires, avec le franc CFA, avec beaucoup, voilà. Et donc, avec des chefs d'État qui sont encore imposés à nos peuples et tout. Donc, quand je prenais ces exemples-là, c'était pour dire que il y a dans cette zone des révoltes. Généralement, on aime bien parler de l'esclavage. On aime bien dire comment, ouais, c'était trop facile. Ouais, ils vendaient et tout. Ils accusent nos ancêtres. Mais sauf que il y a certains chefs locaux qui endossent, qui doivent normalement endosser cette responsabilité. Je rappelle qu'il y avait cette faiblesse à l'époque, c'est-à-dire que déjà faiblesse en termes de stratégie, en faiblesse en termes d'armement, d'infrastructure et tout. Ils n'avaient que quelques bâtons et quelques pieds, quelques flèches pour se défendre, pendant que l'ennemi qui venait, qui accostait ici, avait des grands bateaux. Donc l'ennemi avait des grands bateaux, donc c'est pas donné. Ils avaient des armes, ils étaient déjà assez avancés à l'époque. Voilà, donc ils avaient des armes et tout. Donc finalement, on ne peut pas accuser toutes les populations en disant qu'ils sont responsables. Il y a peut-être ceux qui n'avaient pas cette puissance-là. Si à l'époque, ils étaient déjà les plus faibles, il y a peut-être 400 ou 500 ans. Si jusqu'aujourd'hui, nous sommes les dominés, quel est le pouvoir qu'on avait il y a 400 ou 500 ans pour éviter la domination des Arabes qui venaient chercher des esclaves et de l'autre côté, les Occidentaux qui venaient chercher des esclaves? Est-ce qu'on avait techniquement des moyens pour les empêcher? Non. Il y a donc la complicité de quelques rois, quelques chefs locaux de l'époque qui ne voudraient pas, qui n'incombent pas, ça ne concerne pas tout le peuple. Il faut savoir faire cette différence à chaque fois. Et donc, ce que les experts, que je mets d'ailleurs entre guillemets, ceux qui ont dit qu'il y avait déjà ce qu'on appelait l'esclavage coutumier, c'est faux. Donc, ce qu'ils appellent l'esclavage coutumier ici, c'est ceux qui étaient dans des royaumes, qui étaient des gens qui se... Permettez-moi juste une minute que je prenne mon chargeur. En même temps au boulot, donc voilà. Ça va être vraiment, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Donc comme j'étais donc en train d'expliquer, on continue. Donc, il y avait
Donc, quelques querelles, des guerres parfois. Hein. L'Afrique n'est pas parfaite. Elle avait aussi, voilà, ses lacunes, ses manquements, ses défauts, voilà. Donc, après ça, il y a dans cette zone, voilà, il y avait eu beaucoup de révoltes, comme partout sur le continent africain. Et je mettrai au défi ceux-là qui disent, qui partagent l'idée selon laquelle nos ancêtres étaient des vendeurs d'esclaves, de nous montrer une seule zone en Afrique où il y a eu des déportations massives sans résistance intérieure des indigènes. Nos ancêtres avaient toujours résisté, ils avaient toujours refusé cette abomination. Vendre des individus, venir là, Rio de Janeiro, Bimbia, dans nos ports et tout, Campo, créer des comptoirs commerciaux occidentaux, parce qu'il faut, à la différence avec l'Afrique, il faut bien préciser qu'en Europe, l'esclavage ici est institutionnalisé. C'est pratiqué au niveau des institutions. C'est reconnu par l'État. D'ailleurs, même c'est le business de l'État. C'est un système économique qui permet de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc, eux-mêmes occidentaux, ils appelaient leurs esclaves le bien meuble. Mais le meuble ici, bien cheptel, pardon, concerne les animaux, mais les animaux ici, d'après eux, ont quand même une âme. Mais nous, c'était bien meuble, c'est-à-dire les esclaves noirs, c'est comme du matériel, ça peut être comme un bois, donc pour eux, on n'a pas droit de pleurer, on ne peut pas pleurer parce qu'on n'est pas d'ailleurs des humains, on n'est pas sensible. Et c'était pareil chez les Arabes. On va remonter plutôt de l'autre côté, qui avait aussi pratiqué pendant plus longtemps alors, d'ailleurs. Et là-bas, ils ont l'équivalent du code noir de Colbert, qu'on appelle la BAC, qui a été signé à l'époque au Soudan. Et chaque année, on déportait 300. Ça avait commencé au 7e siècle, avec la déportation de 300, c'est-à-dire les plus jeunes, les plus beaux, les plus belles filles de là-bas qu'on ramenait dans les pays arabo-musulmans pour être esclavagisées. Mais je vais me concentrer sur cette zone pour finir avec. Donc, il y avait dans toutes ces zones-là des très fortes résistances pour empêcher que leurs enfants, voilà, soient déportés. Il y a même des chefs d'ailleurs qui se sont battus. Il y a des chefs locaux, des responsables, on va dire, qui étaient à la tête des villages, des chefferies et des petits royaumes et tout. Ils s'étaient battus pour que leurs enfants ne soient pas déportés. Dans tous ces endroits, ce sont en même temps des zones de combat, ce sont des zones de résistance qu'on essaie toujours de présenter comme étant des zones où des gens vendaient leurs enfants. Il y avait des chefs, par exemple, un chef ici peut aller attaquer le village voisin peut-être pour ses intérêts, pour étendre son territoire, pour sa gloire, pour une querelle de leadership. Il y a plein de motifs. Et donc, ceux qui sont donc vaincus là-bas, qui sont faits captifs, il faut bien faire cette différence-là entre un esclave et un captif de guerre. Il y avait dans nos sociétés traditionnelles ce qu'on appelait du servage, ceux qui sont au plus bas de l'échelle de la société, qui ont leur rôle et leur place, qui ont droit de se marier, d'avoir des enfants, qui ont des terres, qui votent même. D'autres même sont partis de serfs, c'est-à-dire des plus bas de l'échelle en Afrique pour devenir des rois. Ils sont partis de ce poste-là. Et je rappelle, pour moi qui suis camerounais, Bamileke, si vous voulez, ça existe encore chez nous, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui acceptent avec fierté. Et d'ailleurs, les gens se bousculent même pour avoir la place de ce qu'on appelle chez nous les Njinda, c'est-à-dire des gens qui sont très proches et être proches, comme je disais dans l'autre petite vidéo,
du roi, pour être prof du chef ici est un honneur. Vous aurez des gens qui vont, pendant le discours du chef ou pendant le discours du roi, se coucher au sol, s'asseoir dans des positions qu'on peut juger humiliantes, mais non. Ces gens le font avec fierté. Si vous les interrogez, c'est des gens qui ont des diplômes et c'est des gens qui ont parfois beaucoup d'argent et tout. Donc, chacun son rôle. Voilà comment notre société avant était organisée. Donc, ceux qui vous tiennent dans le discours pour dire que ceux-là sont des esclaves, non, ça n'a strictement rien à voir. Quand on parle d'esclavage, je suis déjà passé sur le point essentiel. Il s'agit d'un système d'exploitation, un système économique. Pour le cas, par exemple, de la France, c'est reconnu comme étant un business légalisé par l'État. Il en va de même dans les pays arabo-musulmans. Vous avez, par exemple, une taxe qui se payait en France. Taxe sur l'esclavage des Noirs, c'est-à-dire que ceux qui étaient des grands esclavagistes qui avaient des grands comptoirs, comme par exemple Antoine Crozat, qui a financé la construction du palais présidentiel français, l'Élysée. Antoine de Crozat, il était à l'époque le propriétaire du grand comptoir d'esclaves de Guinée. Et donc, quand on transportait des esclaves d'ici, pratiquement de l'Afrique, pour ramener du côté de l'Occident, quand il y avait des morts, puisqu'il y avait effectivement beaucoup de morts, ils étaient remboursés, c'est-à-dire que l'État français se chargeait de compenser les pertes de leurs marchandises. Sauf que les marchandises ici sont des êtres humains. Ils étaient compensés. Il faut bien comprendre ça. Donc évidemment, ce sont ces responsables-là qui en ont fait un business qui est reconnu au sommet de l'État, qui est légalisé. Donc c'était quelque chose de normal dans les coutumes. Et les gens ne voyaient pas en ça un problème, en dehors de quelques exceptions ici, c'est-à-dire ceux qui véritablement ont combattu auprès même d'ailleurs des Occidentaux, pour commencer par eux, parce qu'il y a eu plusieurs décrets d'abolition de l'esclavage en France, en Angleterre, un peu partout en Occident. Vous connaissez très bien l'histoire des Irlandais, des Écossais qui ont été esclavagisés par des Anglais. Les premiers d'ailleurs déportés, en Amérique, ce sont eux. Je vous ai parlé de la ville de Venise, qui était aujourd'hui présentée comme une ville romantique et tout. Il y a quelques siècles encore, c'était le point de rassemblement de la plupart des esclaves occidentaux. Il y a des documentaires là-dessus. Il y a des conférenciers qui ont travaillé sur ces questions. Je vous invite juste à aller fouiller pour tomber sur leurs travaux. Par exemple, mon maître Nissim Lasconi qui a fait un travail là-dessus. Il a donné des tonnes de conférences sur l'esclavage intra-européen. Vous allez voir des villes comme Zagreb en Croatie. Vous allez voir, quand vous allez même, j'y vais chaque année d'ailleurs, dans la ville de Saint-Malo. Vous allez dans ces villes-là, vous allez voir des grandes fortifications parce qu'ils empêchaient à l'époque l'ennemi de partie d'en face, d'Angleterre et autres, pour venir capturer des gens qu'ils faisaient prisonniers et esclaves de l'autre côté. Ça a toujours existé. Donc, il ne faut pas faire comme si c'était quelque chose qui concernait uniquement les Africains. Donc, je vais donc laisser cette image. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, pour ce, je vais aborder un dernier point. Aborder donc un dernier point. Donc, je vais prendre ici voilà, la carte de l'Afrique. On va donc commenter cette dernière carte. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, vous prenez l'Afrique, la carte de l'Afrique, vous allez comme ça le plus à gauche.
Si vous allez le plus à gauche, vous tombez directement au Brésil. Et il n'y a pas que l'esclavage qui a ramené des Noirs d'Afrique vers cette Amérique-là, mais il faut rappeler que il y avait déjà à l'époque des échanges entre les Africains qui vivaient ici sur la côte, n'est-ce pas? Qui vivaient sur la côte, et de l'autre côté avec d'autres populations d'en face. Et quand vous regardez donc cette carte, vous allez voir de l'autre côté, si vous prenez la carte du monde, vous avez directement en face le Brésil, qui commence par cette ville-là qu'on appelle la ville de Putre Forada, au Brésil. Donc il y avait déjà des échanges. Les Africains n'ont pas attendu l'arrivée des Blancs pour échanger. Il y a l'histoire de Mansa Aboubakari II de l'Empire du Mali qui a découvert peut-être 100 ans, je crois plus 100 ans avant, en 1300, en 1311, qui a découvert l'Amérique, à l'époque appelée par nos ancêtres Tarana, qui a découvert l'Amérique, avant qu'on ne parle de l'Amérique découverte en 1492 par Christophe Colomb. Il y avait déjà des échanges entre ces peuples-là. L'Amérique actuelle, appelée une terre à la base des indigènes amérindiens et autres, donc aujourd'hui appelée Amérique, venant de l'explorateur qui s'appelait Amerigo Vespucci. Donc, je parlais donc de Putre Forada. J'ai fini avec la carte du Cameroun, mais j'aurais pu prendre, voilà, j'aurais pu prendre aussi des exemples ici. Mais puisqu'on a commencé sur le Cameroun. Donc, si on remonte par là, vous allez voir que la plupart, donc, ils partaient d'ici, ils partaient de là, les esclaves étaient, puisque cette zone se rapprochait du nord de l'Afrique, donc la plupart étaient déportés d'ici pour le Maghreb. Vous avez là Marrakech, ce qui était des routes secondaires. Vous avez Tunis, Alger qui est là. Vous avez Tunis et tout. Donc ils faisaient ce contour-là pour être ici, esclavagisés. C'est dans cette zone arabo-musulmane. Et donc, malheureusement, dans cette zone, tous ceux qui y allaient étaient castrés. Ils perdaient 80% d'esclaves à cause des castrations. Donc, ils déportaient très peu de femmes. La plupart du temps, ils ne prenaient que des hommes qu'ils mettaient aussi dans nos femmes, qu'ils mettaient aussi dans des arènes. Les hommes étaient faits pour travailler dans des plantations, ils faisaient les boulots les plus durs. Et même dans cette zone, il y a eu des révoltes, il y a eu des grandes révoltes, dont l'une des plus connues qui est la révolution des anges en Irak actuel. Ils ont battu les Arabes et ils ont créé une ville ici qui est, si vous voulez, l'actuelle ville de Bassora en Irak. C'était sur cette terre-là que vivaient nos ancêtres qui s'étaient battus pour se libérer de l'esclavage. Ils ont créé leur ville. La révolution des anges, c'est encore disponible. Il y a plusieurs livres qui en parlent si vous voulez plus de références. Donc on est là. Ils avaient créé leur monnaie, ils avaient leur capital, ils avaient leur chef et tout. Vous avez toutes les références. Donc toutes ces zones où qu'on est amené, les Noirs dans l'histoire, ils se sont à chaque fois battus et battus pour se libérer. Donc, on ne devrait même pas parler normalement de l'abolition comme s'ils ont aboli parce qu'ils avaient pitié des Noirs ou parce qu'ils avaient pris conscience. On parle normalement d'auto-abolition parce qu'ils s'étaient battus. Le cas de l'Éthiopie est là pour nous enseigner. Le cas de d'Haïti, première république noire, en tant qu'empire d'abord dans un premier temps et république par la suite. L'exemple de tous ces pays-là, voilà, vous avez l'exemple de tous ces pays qui sont des exemples assez parlants. Donc, pour finir, il y a une autre question qui m'a été posée. Bon, je n'aime pas souvent
répondre à cette question. Les gens sont souvent dessus en disant, oui, j'ai fait mon test d'ADN, désormais je sais d'où je viens, mais je voudrais savoir exactement de quelle tribu je viens en Afrique. Moi, je dis toujours, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je dis toujours, on a deux gros problèmes en Afrique. Le problème des religions et le problème des tribus. Vous avez soit des gens qui se définissent comme des musulmans, avant tout, avant d'être africains, qui se définissent d'abord comme des musulmans, qui se définissent d'abord comme des chrétiens. Et vous avez des gens qui, voilà, qui se définissent d'abord en tant que Yoruba, en tant que Bamileke, en tant que Mundam, en tant que, voilà, je ne sais pas, en tant que Peul, en tant que Luos, en tant que Kikuyu, en tant que Tutsi et tout ça. Au lieu de se définir en tant qu'Africain. Donc, il y a ceux qui veulent, du moment où vous savez que vous êtes par exemple de cette zone géographique, c'est votre droit. Hein. Il y a ceux qui veulent savoir exactement de quel pays ils sont venus. Il y a ceux qui veulent savoir exactement de quelle tribu ils sont. Mais je rappelle que ce découpage a été fait récemment. Le Cameroun existe en tant que pays à partir de l'arrivée des Allemands, par exemple, en 1884. Ils commencent à sillonner profondément l'arrière-pays. Ce sont eux, c'est pratiquement, si vous voulez, une création allemande, si vous voulez. Mais avant, le Cameroun en tant qu'État, micro-État, croupillon, comme on voit aujourd'hui, ça n'existait pas. Dans cette zone, si vous voulez, c'était le Kanem-Bornou. Vous aviez là l'Ampipeul du Massina, vous avez, il y avait plusieurs, vous avez l'Égypte antique, vous avez la Nubie, vous avez Saba, vous avez ici l'Axiom, vous avez l'Empire du Mali, du Ghana et tout ça. Ici, vous avez le grand Congo. Vous avez le Grand Congo ici. Là, on avait... Ici, vous aurez le Zimbabwe, le Mwene Mutapa à l'époque, qui est le Zimbabwe actuel. Vous avez, voilà, il y avait des grands royaumes. Il n'y avait que des grands royaumes. Il n'y avait pas des micro-États comme on voit aujourd'hui. Donc, venir grossir, je pense que se dire déjà africain, reconnaître son origine et choisir un pays africain comme le Ghana, qui est un pays prospère et qui est un exemple en matière d'intégration des afro-descendants, je pense que c'est très important de s'installer dans ces pays-là. Il y a le Gabon qui fait un peu d'effort, il y a le Nigeria qui commence à beaucoup, mais surtout, voilà, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, ils commencent à s'y mettre petit à petit, même s'il y a une grosse influence toujours de la France qui fait en sorte que les choses ne marchent pas comme on souhaite, mais c'est à nous de nous battre, c'est à nous de nous défaire de toutes ces chaînes-là. Donc, venir encore en Afrique se définir. L'avantage que vous avez aux Antilles, c'est de vous dire tout simplement, vous êtes descendant d'Afrique, c'est tout. Mais là-bas, vous ne vous définissez pas forcément en tant que Bamileke, en tant que Kotoko, vous ne vous définissez pas en tant que Peul, en tant que, je ne sais pas, Manding. Vous êtes tout simplement des afro-descendants. Ce qui peut être aussi un point positif, mais si vous revenez en Afrique et dans votre retour sur la terre-mère, parce que ici c'est chez vous, vous êtes à la maison, vous êtes de retour à la maison, certains commencent encore à rentrer dans le problème du tribalisme qui n'a fait que détruire ce continent. Plusieurs guerres ont éclaté sur ce continent-là à cause du problème du tribalisme, à cause des problèmes religieux. Voilà les deux cancers qui minent ce continent. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège, voilà, de je suis de telle tribu, je suis de ci, je suis de ça. Après, maintenant, si vous voulez aller plus loin, voilà, dans cette quête-là, c'est votre droit le plus absolu, voilà. Donc, d'un côté, je suis en train de dire qu'ici, il pratiquait systématiquement la castration.
Ils n'ont pas voulu qu'il y ait dans cette zone une majorité de Noirs à la fin de la traite, même si ça continue encore dans certains pays africains, majoritairement des pays africains musulmans. C'est le cas du Soudan, c'est le cas de la Mauritanie. Ce n'est qu'en 2002 que le Soudan l'a d'ailleurs aboli, mais ça continue toujours sous d'autres formes. Donc, il y avait beaucoup de castration, raison pour laquelle vous verrez qu'il y a très peu de Noirs dans cette zone-là. Donc, dans l'esclavage transsaharien, dans cette zone-là, vous aurez très peu de Noirs. Mais il y a une minorité de Noirs. Dans tous ces pays-là, au Pakistan, il y en a en Inde, ce qu'on appelle les intouchables. Vous avez même les mêmes intouchables. Vous en avez ici, vous avez au Yémen. Vous aurez des Noirs en Palestine. Vous aurez des Noirs, voilà, dans pratiquement toute cette zone-là. À préciser que ici, Zanzibar, je vous parlais dans l'autre toute petite vidéo, vous avez sur l'île en fait, là, vous avez la Tanzanie, vous avez l'île de Zanzibar quelque part là qui est pratiquement, on va dire aujourd'hui, une colonie italienne, hein, et qui était le point de rassemblement, voilà, de tous ces esclaves. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui viennent nous rappeler que l'esclavage était une très bonne chose pour les Africains et que l'arrivée de l'esclavage a permis de créer des ports, créer des hôpitaux, des chemins de fer, des lycées, comme si avant l'arrivée de l'Occident en Afrique, il n'y avait pas d'éducation, comme si les gens ne se formaient pas. Tous ces royaumes qui ont été bâtis en Afrique ont été bâtis par des ingénieurs, par des scientifiques, par des pharmaciens, tout ce que vous voulez. Il y avait ce qu'on appelait l'éducation, voilà, l'éducation traditionnelle. Et même jusqu'aujourd'hui, ça existe encore, ce qu'on appelle les universités millénaires d'Afrique. Ça existe encore sur l'ensemble du continent. S'ils viennent nous faire croire que c'est parce qu'ils ont installé quelques hôpitaux que effectivement on a connu la lumière, comment les gens faisaient il y a peut-être 1000 ans pour se soigner, pour guérir de telle ou telle maladie. Comment ils faisaient pour construire des ponts, comment ils faisaient pour construire des pyramides, comment ils faisaient pour construire des canaux souterrains. Il y avait une éducation traditionnelle, il y avait, voilà, des universités millénaires qui existent encore sur le continent. Il faut juste vous renseigner si vous voulez intégrer ces universités. Donc, quand vous voulez faire votre retour sur le continent noir, n'allez pas suivre ceux qui vous parlent de l'Afrique des fétiches, ceux qui vous parlent de l'Afrique de vaudou, qui vous parlent de sorcellerie, qui vous parlent des sacrifices humains, qui vous parlent de toutes ces choses sordides. Il faut retourner aux sources, il faut apprendre, il faut s'informer, il faut chercher à comprendre, voilà, et non verser dans la facilité ou tomber sur des vidéos à la con, des gens qui vous disent que l'Afrique c'est le continent des sacrifices humains, ceux qui vont vous parler du vaudou comme étant la sorcellerie. Le vaudou n'est pas une religion en soi, c'est tout simplement une confrérie, voilà, c'est une confrérie qui fait partie intégrante de ce qu'on appelait la religion traditionnelle africaine millénaire, ou même la religion cosmique mondiale pratiquée d'abord en Afrique avant de se répandre dans d'autres parties du monde. C'est très important de le préciser. Le vaudou, c'est une confrérie comme il y en a au Mali, le Comore, comme il y en a au Cameroun, en Pays Bassa, Lombok, comme il y en a un peu partout, le British au Gabon, un peu partout vous avez, voilà, vous avez des... En Pays Bamileke, vous avez le Lakam et tout, vous avez... Ce ne sont pas des religions, mais ce sont des confréries. Donc, il faut étudier l'Afrique. Je suis d'ailleurs désolé de le dire, l'Afrique précoloniale et l'Afrique pré-esclavagiste. Donc, il y a une Afrique qui existe avant l'arrivée des Blancs et des Arabes. Il y a une Afrique qui existe avant l'arrivée de l'islam et du christianisme. Il y a une Afrique qui existe avant tout ça. On ne peut pas définir notre continent à partir de l'esclavage et la colonisation. C'est
tout simplement absurde. Raison pour laquelle je vous invite à faire ce travail-là. Donc, pour tordre le cou à ceux-là qui pensent que l'arrivée des Blancs était une aubaine pour nous, pour connaître la lumière et le développement. Personne n'est content d'apprendre qu'on est venu prendre son grand-père, couper les mains, couper les testicules, le castrer et le mettre sur des plantations pendant 20 ans, 30 ans, l'utiliser jusqu'à ce que mort s'en suive. Des gens qui se lèvent à 5 heures du matin, qui bossent jusqu'à 19 h, 20 h, qui n'ont pas le temps. Donc je parlais des castrations dans cette zone, voilà, je parlais des castrations. À contrario, voilà, dans l'esclavage transatlantique, je ne sais pas si on va utiliser le mot l'avantage, qui est assez risqué quand même. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des survivants qui sont très nombreux. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Monde, ils sont à plus de 100 millions. Le Brésil, aujourd'hui, est le deuxième pays où il y a le plus de Noirs, avec plus de 100 millions. Je vais dire plus de... Le Brésil a 200 millions d'habitants. Il y a pratiquement 50%, oui, plus de 200 millions en tout. Hein. Donc, le Brésil, à lui seul, a plus de 100 millions de Noirs. L'Amérique, on est pratiquement à 43 millions, de Noirs américains, sans compter les métis, qui sont de toute façon nos enfants. Nous ne faisons pas la différence. Vous avez la Colombie avec des Afro-Colombiens, des Afro-Péruviens, des Afro-Mexicains. Vous avez des Noirs partout, hein, même en Turquie. Même en Turquie, l'ancien empire ottoman, vous en avez assez nombreux dans la ville de Izmir. Vous avez plusieurs pays, voilà, aujourd'hui, où il y a beaucoup de Noirs. Vous avez pratiquement l'Amérique centrale, vous avez les Antilles, vous avez des terres comme Haïti, Haïti chéri, que j'adore. Donc vous avez pratiquement sur cette zone-là, ceux qui sont beaucoup de Noirs, qui sont restés et qui se sont multipliés, contrairement à l'esclavage arabo-musulman, où il y avait la plupart du temps des gens qu'on castrait, nos ancêtres qu'on castrait pour éviter qu'ils ne se multiplient. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est effectivement, voilà, c'est le dernier point que moi je voulais aborder. Donc, ici, il y a eu, pour le projet Congo-Océan, vous renseignez-vous là-dessus, 23 000 morts, hein, reconnus par les mêmes occidentaux, qui consistaient à exploiter l'arrière-pays pour venir ici, sur ce point-là, à Pointe-Noire, où ils avaient un port d'exportation. Donc, c'était juste des colonies d'exploitation. Ce n'était pas des colonies de peuplement, c'était juste pour exploiter, extraire toutes les matières premières pour venir là, sur des ports qui étaient disposés là la plupart du temps, pour exporter vers chez eux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand ils parlent des hôpitaux, il faut préciser qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas le droit de se soigner dans ces hôpitaux. C'était des hôpitaux pour Blancs sur le continent noir. Il faut préciser que quand ils parlent des écoles, je ne sais pas, des hôpitaux, ils parlent des chemins de fer. Pratiquement tous ces chemins de fer, toutes ces routes, tous ces centres de santé étaient disposés savamment sur les routes, étaient construits sur des routes qui permettaient, voilà, l'acheminement des matières premières vers l'Occident. Ils ne les construisaient pas dans l'arrière-pays pour permettre aux populations de se rencontrer, mais systématiquement sur les chemins d'exploitation, d'extraction des minéraux pour l'Occident. Il y a ceux qui disent que si les Blancs n'arrivaient pas aujourd'hui, c'est que si les Blancs n'étaient pas venus, c'est que la route, le goudron n'est pas arrivé à Yaoundé. Et il y avait au Cameroun encore, vous entendez des gens qui tiennent ce discours. Sans la chicotte, s'il n'y avait pas la chicotte, le goudron ne devait jamais arriver à Yaoundé. Donc vous avez des gens qui tiennent ce discours. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin que ça. On a 40 minutes déjà. Je pense que j'ai donné
une bonne partie, mais je peux encore revenir sur plein d'autres éléments. Voilà, si mon temps me permet. Merci à ceux qui ont pris le temps de, voilà, de suivre la petite vidéo.